Je suis en compagnie de Véronique Bruez, auteure du livre Naples Allegro con fuoco. Voilà, donc un livre publié dans la collection Le sentiment géographique de Gallimard, un livre que j'ai adoré. J'ai adoré ce livre déjà à cause du sujet, parce que j'ai un faible pour la ville de Naples. Et puis, il faut dire que c'est un livre très riche qui arrive à expliquer d'une manière relativement simple des choses qui sont très, très compliquées. Alors, déjà, comment est né ce livre? Comment est née l'idée de ce livre? Vous avez fait une expérience importante à Naples pendant un certain nombre d'années. Oui, alors c'est en fait le livre que j'ai mis très longtemps à écrire. Après avoir quitté Naples, l'avoir quitté définitivement, mais en y revenant toujours, c'est le livre que j'aurais voulu trouver quand je suis arrivée. Parce que quand je suis arrivée, je me suis un peu perdue dans cette ville que j'appelle une ville-monde. Et en fait, ce livre, il apparaît un peu comme un manuel de survie, a posteriori, mais que j'aurais voulu avoir. Voilà, alors j'ai vécu 5 ans à Naples. Et je n'ai pas cessé d'y retourner, j'y étais encore la semaine dernière et c'est une ville que bien sûr j'aime beaucoup, qui m'est chère et où je me sens vraiment à casa. Vous étiez, si je ne me trompe, au Centre culturel français. J'ai travaillé effectivement à l'Institut français qui s'appelle là-bas le Grenoble, qui est connu de tous les Napolitains, Ouais. et j'y ai passé 5 ans. Pourquoi Naples est une ville tellement particulière? Alors, j'ai trouvé dans votre livre une phrase qui m'a beaucoup frappé. Vous avez écrit « Naples est une ville où la loi est perçue comme un abus ». Plus ou moins, vous disiez ça. C'est ça, c'est ça. Ça, déjà, fait la particularité, la spécificité d'une ville. Mais on pourrait, bien sûr, dresser une longue liste d'éléments spéciaux caractérisant la ville de Naples. Mais en synthèse. Oui, alors en fait, je dis, je voulais vivre en Italie, c'était mon projet, mon rêve était de vivre un jour en Italie, et j'ai reçu un aller simple pour le tourbillon de la vie. Et c'était bien loin de l'Italie que je connaissais, cet univers où j'arrivais, où j'ai débarqué. Et en fait, je dis que grâce à cette ville qui a été difficile parce qu'elle était différente de ma culture, bien sûr, de tout ce que je connaissais, et même elle était différente dans son langage puisque j'avais appris l'italien, mais en arrivant, je ne comprenais absolument rien à ce que les gens me disaient. Et eux-mêmes ne me comprenaient pas, donc j'étais complètement paniquée. Je me suis dit, mais où est-ce que j'arrive? Donc en fait, je dis qu'avec cette aventure, j'ai exploré mon hémisphère sud. Voilà, et je me suis demandé, mais voilà, qu'est-ce que c'est notre sud? Il y a une très belle phrase de Freud qui dit « Notre cœur tend vers le sud ». Et voilà, maintenant je crois que j'ai fait un voyage intime, non pas seulement dans cette ville ou dans cette région, l'Italie méridionale que j'aime particulièrement, mais j'ai fait un voyage intérieur de découverte, de remise en cause parfois, de questionnement, qui m'a permis justement de découvrir à la fois un endroit, des personnes bien sûr, et moi-même. Hein, vous savez, les villes, c'est comme les gens, il y a des rencontres qui s'opèrent ou pas, et après elles nous transforment. Dans ce livre, qui est très riche, je le répète, vous faites à un certain moment une comparaison entre la France et l'Italie, et notamment entre le centralisme français et l'extrême diversité de l'Italie. En Italie, vous avez au moins une dizaine de villes qui sont autant de capitales. Et bien sûr, Naples est l'une des capitales d'Italie, comme Milan, Florence, Turin, etc. Naples est très spécifique. Là, vous citez des choses drôles, des situations cocasses, et cela donne une idée de la particularité de la vie napolitaine. Par exemple, vous citez des écriteaux que vous avez aperçus en marchant dans la rue, à vendre des lits 18e neufs.
des voitures accidentées mais pas volées, des poulets grillés vivants. Si vous me cherchez, je suis au cimetière, vivant. Enfin, il y en a, on envoie des fleurs partout dans le monde par fax. À la caserne des gendarmes, ça, autre écriteau. Attention, sonnez. Si personne ne répond, ressonnez. J'en ai vu un. Enfin, et là, il y en a toute une série. Enfin, je ne pourrais pas passer toute la journée en lisant mais ces écriteaux. Mais c'est vrai que vous mesurez avec des tournures d'esprit qui sont très spéciales. Alors, les écriteaux, je les aime bien parce que pour moi, ils résument un peu ce que j'appelle l'esprit napolitain. J'ai trouvé que les gens avaient beaucoup d'esprit et que c'est un esprit particulier. Et j'en ai vu un la semaine dernière que j'adore aussi et que je vais vous dire parce qu'il résume un petit peu ce que c'est devenu l'idée du Sud pour moi. Dans une vitrine d'un magasin de je ne sais pas quoi, peut-être une montre, on exécute toutes sortes de réparations, même les impossibles. Voilà. Alors c'est ça pour moi le Sud, cette ville, c'est que tout est possible et même l'impossible. Voilà, et j'ai trouvé ça vraiment très bien. Je l'aurais mise dans mon livre si je l'avais vu avant, et je l'ai vu vraiment il y a très peu de temps. Et j'aime beaucoup en fait cet humour qu'ont les gens. Alors c'est une ville bien sûr où j'ai beaucoup ri, j'ai aussi beaucoup pleuré. Hein. C'est vraiment la ville des extrêmes. Oui, parce qu'il y a aussi des côtés qui sont désespérants. Oui, il y a dans le sens il y a du tragique. Si vous devez régler un problème rapidement, vous pouvez avoir l'impression d'être sans défense et sans aucun outil d'intervention concrète. C'est une ville complexe, difficile. C'est difficile pour moi au début d'y travailler parce que je vois que la culture professionnelle est totalement différente. Donc je crois qu'il y a eu vraiment cette confrontation avec un monde que je ne connaissais pas, que je ne comprenais pas du tout. J'ai tout de suite appris les expressions de la peine en italien, vraiment pour dire que c'était difficile. Donc il y avait ce côté très dur, c'est une ville dure, oui. Et puis cet humour permanent, cette dérision qui est tout le temps là, et on est entre les larmes et l'éclat de rire en permanence, entre le tragique et le comique tout le temps. Et voilà, alors ça fait beaucoup d'émotions, tout ça, et ça fait aussi la particularité et le charme de cette culture. Vous soulignez également le côté aristocratique ou grand bourgeois de la ville de Naples. Vous écrivez à un certain moment, en page 53, Naples est grand prince, généreuse, survoltée, prolifique, le contraire de l'esprit petit bourgeois. Il faut passer un 31 décembre ici, voir d'une terrasse la baie rougeoyée, comme un tableau d'Apocalypse, la ville explosée. Tous, riches ou pauvres, ont dépensé beaucoup en étincelles et fumée. Ça aussi, par exemple, c'est un côté très spécial, assurément très éloigné de la mentalité du français moyen et même très éloigné de la moyenne italienne. C'est vrai, c'est vrai. Alors la première personne que j'ai rencontrée à Naples, c'est un prince, ce qui pour les Français est une chose impressionnante et évidemment pas courante du tout. Il ne le dit pas lui-même, mais quelqu'un, un tiers, me dit que c'est un descendant d'un personnage très célèbre à Naples, qui est Raimondo de Sangro, qui a fait construire la Cappella San Severo, où on trouve cette magnifique œuvre unique d'un sculpteur, le Christ voilé. Et alors ce prince me dit, la première phrase qu'il me sort, c'est « Je déteste Naples ». Alors je me suis dit, ça commence bien. Et puis, quelques minutes après, il me dit qu'il se déplace en mobilette. Alors voilà mon prince en mobilette. Alors vous voyez, il y a de quoi être troublé
quand même. Et voilà, donc c'était ma première rencontre, disons, avec cette aristocratie. Et puis cette noblesse napolitaine, je l'ai aussi vue parce que j'ai eu la chance d'habiter dans un très très beau palais à Naples, le Palazzo Serra di Cassano, et où je m'étonnais aussi de voir des grandes familles, des grands noms côtoyés dans le même espace, des familles très modestes et toute cette population mélangée vivant très bien ensemble, riches, pauvres, nobles ou petits peuples dans le même espace. Alors aujourd'hui on parle beaucoup en France de mixité sociale, je trouve ça horrible, mais à Naples c'est une réalité puisque tout le monde vit ensemble dans le même immeuble ou les mêmes quartiers. Voilà, à part peut-être à Naples ce quartier qu'on appelle le Vomero et où je n'y allais jamais parce que c'était quelque chose de peut-être justement, c'est un aspect de cette Naples plus bourgeoise, plus petite bourgeoise, mais qu'au fond je n'ai pas tellement côtoyé au quotidien. Mais l'idée de séparer les riches et les pauvres, c'est justement une idée bourgeoise. À Rome aussi, il y a quelques années, maintenant beaucoup moins hélas, mais il y a quelques années existait encore cette forme de promiscuité sociale et donc à l'intérieur du même immeuble, il pouvait y avoir, suivant les étages, des classes sociales complètement différentes qui coexistaient. Et ça, c'est une forme de civilisation qui est basée d'ailleurs sur l'idée d'une certaine légitimité de l'appartenance à chaque classe sociale. Exactement. Alors que dans un système où l'appartenance peut bouger, même à cause d'un revers de fortune ou d'un échec professionnel, voilà, évidemment, tout le système est différent. Quand votre prince vous disait qu'il détestait Naples, probablement il faisait allusion à la Naples d'aujourd'hui avec un sentiment de regret pour cette Naples idéalisée et rêvée d'autrefois. Sentiment qui est très récurrent à Naples, en considérant aussi que les Napolitains se considèrent comme appartenant à une ville déchue après l'unité de l'Italie. Ça, c'est un leitmotiv que, assurément, vous avez entendu répéter souvent. Là, vous dressez une liste des points forts du royaume des Bourbons avant l'unité italienne. Là, autre chose très intéressante à retrouver dans ce livre précieux. Donc, dans cette liste, vous avez mis le premier chemin de fer, le premier réseau de phare, la première agence de voyage, la première république socialiste mondiale avec les fabriques de soie de San Leuccio, la première flotte marchande en Italie, les premiers chèques, le premier système de retraite. Là, je ne veux pas vous ennuyer. Il y a aussi le premier code maritime, le premier rédit en Italie contre la traite des nègres esclaves, le pourcentage le plus élevé de médecins par habitant. Ça, c'était la situation telle que la décrivent les nostalgiques de l'époque des Bourbons. Oui, on sait qu'au XVIIIe siècle, il y a 3 grandes capitales en Europe, Paris, Londres, ou peut-être Londres en premier, Paris et Naples. Et les Napolitains sont effectivement très fiers de cette cette civilisation, en fait, qui était la leur. Ils ont cette nostalgie qui est très présente, mais ce que vous disiez avant, c'est très récurrent, mais ce qui est très récurrent aussi, c'est qu'aujourd'hui, ils disent tous « nous détestons Naples ». C'est un discours aussi très courant, que j'ai entendu beaucoup. Oui, et vous retrouvez beaucoup de Napolitains de grande qualité professionnelle qui désormais vivent ailleurs. Oui. Tout en gardant le souvenir nostalgique. Oui, et la fierté. Mais oui. Leur fierté aussi, oui, oui. Oui. Donc une identité napolitaine très forte. Et quand j'y vivais, je me disais toujours, mais ici c'est le centre du monde. On a l'impression que les Napolitains vivent au centre du monde. Et tout ce qui n'est pas Naples, ça n'existe pas, c'est l'étranger.
hein, qu'on soit turinois, français, japonais, anglais, on est mis dans le même sac. On est des forestieri. C'est l'étranger par rapport à ici. Et ici, c'est ce qu'il y a de mieux, on en est fiers. Oui. C'est vrai que cette décadence a comporté une vision de la vie comme quelque chose de précaire, pour ainsi dire. Là, vous écrivez à un certain moment, la vie est menacée à tout instant par la mort. L'art de jouir y tient lieu de philosophie. Pourquoi être raisonnable? Naples est sous le signe de la perte. J'ai été frappé jour après jour par le gaspillage d'argent et de salive. Naples est grand prince, et là on arrive au passage que je vous lisais tout à l'heure. C'est sûr que c'est un état d'esprit très, très particulier. C'est un déclin vécu avec certaines compensations et certaines consolations qui sont toujours au bord de la violence et du drame. Oui, au bord de la catastrophe aussi. Pensons au football. Donc le football est l'une des grandes consolations de cette ville qui se perçoit comme déchue, et le mythe de Maradona, enfin i tifosi, la violence dans les stades, ce sont des éléments tellement spéciaux, tellement... Oui, je crois que c'est vraiment propre à cette ville. J'ai aimé, je vous disais que j'y ai beaucoup ri, j'ai aimé la poésie du quotidien et aussi cette philosophie très particulière des gens qui savent que d'un moment à l'autre, tout peut basculer. Donc on a cette présence du volcan, bien sûr, qui est là, qui est prégnante, qui existe. Et puis la menace du tremblement de terre. Tous les gens ont le souvenir d'un ou plusieurs tremblements de terre vécus. Donc voilà, on sait que tout peut basculer. Et du coup, ça donne une autre vision de la vie. Et surtout, moi j'ai appris la grande leçon que m'a donnée cette ville, c'est le carpe diem. Le carpe diem, il est né à Naples et il continue d'y vivre aujourd'hui. C'est profitons de l'instant présent. C'est vraiment une culture de la présence. Et il faut jouir de l'instant. Et je crois que ça, c'est une belle leçon. Un beau cadeau du Sud. Tout à fait, bien sûr. Surtout dans une époque comme l'actuelle qui nous invite à tout préparer par avance, et vous trouvez dans Paris, vous trouvez des panneaux qui vous invitent à commencer à souscrire dès maintenant pour organiser vos obsèques, n'est-ce pas? Et donc il peut y avoir des personnes qui à 30 ans se mettent à payer tant par mois en vue de funérailles somptueuses. Enfin, c'est vraiment l'extrême opposé par rapport au contexte napolitain que vous venez de décrire. Finalement, la chose qui peut vraiment frapper le visiteur, c'est le contraste entre autant de violence. À Naples, vous trouvez en effet la camorra, les pires délinquants, mais de l'autre côté, un summum de gentillesse. Oui. Vous avez des gens d'une finesse qui vous demandez l'itinéraire pour arriver à telle rue, et vous trouvez des gens qui vous accompagnent. Oui, moi j'ai été frappée au début quand je suis arrivée par la gentillesse et l'humanité des gens, oui. À tel point que venant de Paris, je me méfiais. Je me disais mais qu'est-ce qu'ils veulent de moi ces gens? Pourquoi est-ce qu'ils sont si gentils avec moi? Et quand je disais que c'est une ville grand prince aussi, c'est que ceux qui n'ont rien vous donnent tout, ils vous donnent leur temps, ils vous donnent leur parole, tout le monde se parle. Moi j'ai beaucoup entendu de gens, par exemple, j'attendais beaucoup les autobus, on les attend beaucoup, et aux arrêts d'autobus, tout le monde se parle, dans les transports publics, tout le monde se parle. Les gens se regardent et les gens se parlent, et donc ça donne aussi lieu à beaucoup de petites scènes. C'est un théâtre permanent, parce que... Concernant le bus, vous racontez à un certain moment dans votre livre qu'il y avait un travesti qui descendait du bus et qui disait abbonamento, c'est-à-dire abonnement,
évidemment, il n'avait pas de billets, non, mais c'était une manière de taquiner le contrôleur. Oui. Oui, oui. Et je raconte aussi cette chose qui m'avait frappée, cette vieille dame très respectable, très bien habillée, très chic, qui insulte le bus parce qu'il n'arrive pas. Voilà. Oui. Et alors, c'était tout le temps des petites scènes comme ça qui arrivent et qui, évidemment, me font rire parce qu'il y a toujours des étincelles, des sourires comme ça qui arrivent. C'est la situation dans les bus qui s'appelle i mezzi. Ça, autre remarque dans ce livre, que dans le reste de l'Italie, on parle généralement de mezzi pubblici, les moyens de transport public, en commun, disons. En France, on dirait les transports en commun. Et alors qu'à Naples, on dit tout simplement i mezzi. Parce que je crois que le public encore n'est pas arrivé dans la mentalité des gens. Et je vous raconte une autre anecdote à propos non pas du bus, mais maintenant du train. Et ça aussi, ça m'avait beaucoup frappé. C'est aussi sur l'humanité. C'est que les trains, bien sûr, les trains que je prenais étaient souvent en retard. Et un jour, j'étais dans un train avec beaucoup de retard. Et le conducteur fait cette annonce en disant « Nous nous excusons pour ce grand retard et nous souhaitons une bonne fête à tous les Andrea qui sont dans le train. » Et moi, vraiment, je me dis « Mais il n'y a qu'ici qu'on peut voir ça. » Et donc, c'est vrai que c'est difficile de vivre dans une ville où il y a beaucoup de dysfonctionnement, beaucoup de violence, alors qui peut être la violence ouverte, traditionnelle, celle qu'on entend dans les médias, que je n'ai pas connue en fait, une violence plus sourde, plus insidieuse, mais aussi cette attention des autres à leurs prochains et cette permanente, comment dire, moi je me suis sentie enveloppée, abbracciata dans cette ville parce que les gens se souciaient de moi en fait et ils avaient toujours cette grande humanité envers les autres. Et venant de Paris, c'était pour moi étonnant. Vous dites dans le livre que les Français sont plutôt bien vus, sauf quand il s'agit de football, parce que vous évoquez un match où la France avait gagné. Et alors, vos amis vous avez conseillé de vous cacher parce que vous risquiez quasiment le lynchage. Ah oui, là c'est un épisode vraiment difficile. J'étais arrivée depuis quelques mois et un ami m'invite avec mon frère et un autre ami à La Sanità. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Naples, La Sanità c'est le quartier très malfamé de Naples. Certains chauffeurs de taxi ne veulent pas conduire les gens à La Sanità. Et donc là, on était vraiment dans ce quartier très, très populaire chez des Italiens pour regarder le match. Et puis, je crois que le match c'était un match nul. Et c'est le fameux match, moi, je n'avais jamais vu de match parce que ça ne m'intéresse pas forcément, le calcio. Mais voilà, je m'étais dit, c'est l'occasion de connaître aussi des gens et de plonger dans cette culture. Et je crois que la France a marqué à la dernière minute, enfin dans les 30 secondes. Donc les gens étaient déjà en train d'ouvrir le Prosecco, la bouteille, et là, tout s'effondre, c'est la catastrophe. On nous regarde de façon, avec des yeux noirs, de façon hostile. Et puis ses amis nous font une blague, ils nous disent « Bon, maintenant vous allez rentrer à pied ». Et alors là, je me suis dit « Non, c'est pas possible parce qu'on voit, même si on ne parle pas, on verra qu'on est français, c'est pas possible, on va jamais pouvoir traverser ce quartier. » Et à la fin, ils ont été gentils, ils nous ont raccompagnés en voiture, protégés. Dernier sujet, la superstition. Oui. Alors là, il faut dire que vous êtes bien équipé, car vous avez là, vous pouvez décrire ce que vous avez sur votre veste? Alors, j'ai San Gennaro, qui est le saint, un des 52 patrons de la ville de Naples, parce que voilà, elle en a 52, c'est le plus important. Et il y a actuellement une très belle exposition à Paris consacrée au trésor de Saint-Janvier. Et nous avons diffusé pour les visiteurs de notre site un entretien avec Patrizia Nitti, directrice du musée Mayol, où se tient justement cette magnifique exposition. Voilà, alors cette petite médaille vient du musée et j'ai aussi le corno parce que je suis devenue superstitieuse à Naples. Ah oui. Et oui. Et donc, oui, désormais, vous êtes concernée dans cette... Je suis absolument concernée. Vous étiez un peu sceptique. Mais je suis cartésienne, je suis française. Ouais. Quand j'arrive, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que tous ces gens qui ont des amulettes,
qui ont des gestes. J'ai vu des gens, deux hommes se tâter. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est pas possible, je comprends rien, moi, à ces habitudes. Et je suis très vite devenue superstitieuse, donc j'ai tout de suite, alors non pas acheter, parce qu'il ne faut pas l'acheter soi-même, mais se le faire offrir, évidemment. Un corno, voilà, ce porte-bonheur, ce chasse-ennui, cachaguay, en corail, voilà. Et voilà, c'est un objet important pour moi, je le porte et j'espère qu'il me protège. Et jusqu'à présent, cela a fonctionné. Mais oui, alors on touche du bois en France, il faut toucher du fer. Je ne sais pas si on a autour de nous, j'en toucherai tout à l'heure en italien. Oui, on va trouver du fer pour le toucher. Voilà. Et voilà, et ça fait partie aussi du charme de cette culture, cette superstition très présente dans le quotidien des gens et très importante. Oui, c'est une manière de faire confiance à son destin, même si le destin n'a pas toujours été généreux avec nous. C'est vrai. Là aussi, je dirais que c'est une bonne philosophie. Merci Véronique Bruez. Merci à vous. On a évoqué quelques passages de ce livre, mais franchement, c'est un livre que je vous conseille. Il mérite qu'on le lise en entier. Naples, Allegro con fuoco, édité par Gallimard. Grazie Véronique Bruez. Grazie a lei.